Chers amis, avant que nous commencions cette entrevue, je vous invite évidemment à aimer, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. C'est très précieux. Mille merci et très bonne entrevue. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes aujourd'hui avec Pierre Hilard. Pierre Hilard que j'ai déjà reçu de nombreuses fois pour parler de ses différents ouvrages. Mais aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de son dernier ouvrage où il a fait une préface, Mémoire de mon temps, du Charles Prince de Hesse-Cassel. Donc nous allons aborder cet ouvrage, essayer de comprendre comment il s'inscrit dans l'œuvre de Pierre Hilard et peut-être aussi en quoi ce personnage, haut en couleur dirons-nous, peut nous permettre de mieux comprendre la situation, qu'elle soit actuelle ou encore d'il y a quelques siècles, pour voir un petit peu les prémices de ce que l'on appelle communément le mondialisme. Mais tout d'abord, cher Pierre Hilard, mille merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir Xavier, et un grand merci de me recevoir. Il n'y en a pas beaucoup à le faire, donc merci vraiment. Merci. Alors, peut-être première question, on va faire trois questions en une. Pourquoi cet ouvrage, et puis comment situer ce prince, Charles de Hesse-Cassel, par rapport, je dirais, à son époque, par rapport, oui, aussi dans le milieu dans lequel il a grandi. Et la troisième question, c'est comment le situer par rapport à votre œuvre générale. On a évoqué les permanences de la géopolitique de la mystique russe des Romanov à Vladimir Poutine. Donc ça, c'était avant-dernier. L'avant-dernier comprend l'Empire Lubavitch. Puis avant, il y a eu d'autres ouvrages, par exemple, comme Sionisme et mondialisme ou l'Atlas du mondialisme. Et puis il y avait déjà d'autres personnages intéressants comme Anarkazitz Klotz, ou encore on a évoqué le comte Koudenov de Kalergie, par exemple, qui est un personnage très important aussi pour comprendre, je dirais, la situation actuelle. Alors par rapport à ce prince, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors déjà, pourquoi avoir publié ces mémoires? D'abord, rappeler que ces mémoires ne concernent qu'une partie de sa vie. Il est mort, pour situer, c'est 1744-1836. Ces mémoires s'arrêtent à la veille de la révolution de 1789, mémoire rédigée dans les années 1816-1817, donc tout de suite après l'aventure napoléonienne. Donc, j'ai publié ces mémoires d'abord parce que je connaissais le personnage depuis des années. Le prince Charles de Hesse-Cassel, je l'ai connu grâce à un universitaire israélien fascinant, c'est Gershom Scholem, qui est le grand spécialiste Talmud, Kabbale et des grands acteurs de ce milieu, je pense à Sabbatai Tzvi ou Nathan Gaza. Et donc c'est grâce à Gershom Scholem que j'ai appris l'existence de ce prince, Charles de Hesse-Cassel, en particulier dans un livre consacré à Junius Frey, de son vrai nom Moses de Brouska, donc qui s'appelait avec des changements Schoenfeld, puis ensuite Junius Frey, et qui était le petit cousin du messianiste Jacob Frank. Et c'est un livre rédigé peu de temps avant sa mort, Gershom Scholem est mort en 1982, qui l'évoque donc dans Junius Frey, le prince Charles de Hesse-Cassel, parce que Moses de Brouska avait créé au tout début des années 1780 une super loge maçonnique mêlant christianisme et Kabbale, qui s'appelait les Frères asiatiques, et celui qui va prendre la suite, qui va donc succéder à Moses de Brouska, c'est le prince Charles de Hesse-Cassel. Et donc, le personnage, je le connais, et puis je m'en suis servi en particulier pour mon livre Atlas du mondialisme. Et si j'ai publié ces mémoires, c'est parce qu'il balance des informations hors normes. Alors d'abord, c'est une photo de son époque. Charles Hesse-Cassel appartenait à l'élite sociale de l'époque. C'est un prince allemand,
anglais par sa mère, puisque sa mère était la petite fille du roi d'Angleterre George II, donc roi d'Angleterre lié au monde de la City de Londres, le monde de la maçonnerie. Et Charles de Ascasol et son frère Guillaume, il ne faut pas l'oublier celui-là, Guillaume d'Ascasol, les deux frères ont été élevés par une mère donc protestante avec un esprit libéral et œcuménique. Et ça a marqué au fer rouge ces deux fils, ces deux frères, enfin les deux enfants Cassel et Charles d'Ascasol en particulier. Et donc, ces mémoires, en fait, montrent une photo d'une élite. Et Charles d'Ascasol appartenait à l'élite, mais il était l'élite de l'élite. Si on arrivait à graduer ce monde, il était au sommet, puisque, outre ses origines élevées de par sa mère, donc son père appartenait au prince du monde germanique, du Saint-Empire romain germanique, mais Charles d'Ascasol sera aussi franc-maçon. Il sera aussi le patron de la maçonnerie allemande, donc rien que ça aide. Il était le conseiller du roi de Prusse, Frédéric II, conseiller politique, et très lié à la famille des Hohenzollern. Hohenzollern, c'est le nom de la dynastie prussienne, puisque sa cousine, Wilhelmine de Hesse-Kassel, était mariée au frère cadet du roi de Prusse, le frère cadet qui s'appelait Henri de Prusse. Donc, liens politiques, liens familiaux. Et puis, comme je l'ai dit, il était le patron à partir donc dans les années 1780, donc peu de temps avant la Révolution, il était le patron des frères asiatiques. Et donc, ça fait énormément de choses. Donc, il était au courant de plein d'informations venant de son milieu social, mais aussi de tous les courants maçonniques européens, puisqu'il y a le fameux convent maçonnique de Wilhelmsbad en 1782, Wilhelmsbad qui est pas très loin de Francfort, et c'est lui, alors il faut d'abord savoir que c'est le duc de Brunswick, un de ses amis, qui était franc-maçon et était membre des Frères asiatiques, qui fait le discours d'ouverture, et c'est le prince Charles d'Ascasol qui préside à tous les conciliabules de ce convent de Wilhelmsbad, ça dure à peu près un mois et demi, de juillet à août, et il en fait le discours de clôture. Donc, avec ce convent maçonnique Wilhelmsbad, que pour les personnes comprennent bien, ce convent de Wilhelmsbad est à la maçonnerie, ce que le Concile de Trente est à l'Église, un tournant qui a réuni tous les lignes maçonniques de l'époque française, prussienne, autrichienne, hongroise, russe, puisque la délégation russe a participé, la délégation maçonnique russe a participé à cette réunion. Et d'ailleurs, pour information, on peut trouver tous les noms et les grands noms de cette maçonnerie russe participant à ce convent de Wilhelmsbad dans mon livre « Les permanences de la géopolitique et de la mystique russe des Romanov à Vladimir Poutine ». Et la personne qui était censée de gérer tout ça, c'était l'héritier du trône, le tsarevitch, futur Paul Ier, qui était le fils de Catherine II. Et donc, bien comprendre que cette réunion maçonnique de 1782, c'est, si je puis dire, les réseaux sociaux d'aujourd'hui, c'est-à-dire une foule d'informations, alors bonnes ou mauvaises, comme tous les réseaux sociaux d'ailleurs, mais en tout cas, une réunion de personnalités diverses et haut placées, et Charles de Hesse-Kassel a des informations de première main, et parmi ces informations qui sont délivrées dans ses mémoires, il y a ce fameux passage que j'ai d'ailleurs mis sur la couverture du livre, je cite Charles de Hesse-Kassel, où il écrit, donc suite à ce convent de Wilhelmsbad de 1782, le jacobinisme ne put prendre racine en Allemagne, comme il le fit en France, où j'appris déjà à Wilhelmsbad qu'on préméditait une révolution. Donc, 1782, il y a plus qu'une rumeur, la volonté de profiter d'une situation pour abattre la France. Et Charles de Hesse-Kassel, vu le niveau du personnage, son importance, le fait qu'il puisse dire cela, ça montre qu'il y avait en haut lieu un complot. Là, il faut utiliser le mot. Le problème, c'est que ce mot est souvent utilisé à tort et à travers. Le mot existe et il y a effectivement des complots. Simplement, il ne faut pas le dire à tout bout de champ. Mais quand on a un tel personnage qui répercute ce genre d'informations, là, on sait qu'il y a eu en sous-main, dans les coulisses, parmi des élites françaises, allemandes, anglaises, etc., une préparation pour savonner la planche à la royauté française et
les événements de 1789 avec, c'est ce que je raconte dans la préface, les caisses de l'État qui étaient vides suite à la victoire navale dont la France, Louis XVI, face aux Américains, enfin face aux Anglais au profit des Américains, c'était fort bien, mais la situation financière française était catastrophique. Changement climatique aussi suite à un volcan islandais qui a modifié le climat, mauvaise récolte, donc le pain plus rare, le pain plus cher. Et donc, ces élites qui ont fomenté la révolution ont profité d'une brèche, d'un affaiblissement de l'autorité politique royale pour s'y engouffrer. Et 1789 a été, j'allais dire, le démarrage d'un travail fait en amont. J'ajoute un petit élément. Ces mémoires du prince Charles de Cassel, ce livre est disponible uniquement sur Book Édition, comme pour le livre du vicomte de Comte-Aubiron, ou encore le livre Comprend l'Empire Lubavitch. Les liens pour nos auditeurs et téléspectateurs seront de toute façon dans la description. Peut-être pourriez-vous nous rappeler, en fait, on va faire un panorama, si vous voulez bien, parce que vous avez évoqué différentes choses. Et pas tout. Non. Pourriez-vous peut-être nous rappeler qui sont les frères asiatiques pour qu'on comprenne un petit peu quels étaient leurs rôles dans cette... Oui, on va dire qu'il y avait en tout cas toutes sortes de branches à la maçonnerie, et puis les frères asiatiques en étaient une de bien particulière. Alors, avant de citer et d'expliquer donc ces frères asiatiques, cette loge, cette super loge, il faut expliquer un tout petit peu la situation d'avant, donnant naissance et favorisant la naissance des frères asiatiques. En fait, il y a eu ce qu'on appelait au cours de l'histoire des messianismes juifs. Il y en a eu plusieurs, depuis Bar Kokhba en 132, enfin il y a eu une ribambelle de messianistes. Il y en a eu un courant messianique très important au XVIIe siècle avec Sabbatai Tzvi, qui concernait le monde ottoman, et ce sont lui et ses disciples faussement convertis à l'islam. On les appelait les Dunmel, les apostats. Et au XVIIIe siècle, il y a eu ce courant avec Jacob Frank, né en 1726 et mort en 1791. Et lui et ses disciples se sont faussement convertis dans les années 1760 par là au catholicisme. Et c'est une branche particulièrement pernicieuse, car ces gens prenaient, je l'ai dit très souvent, enfin je ne fais que rapporter l'expression, la rédemption, pas le péché. Et donc ces personnes, après leur fausse conversion, et souvent même anoblies, ont occupé des postes clés au sein de la Pologne, mais aussi dans le cadre du Saint-Empire romain germanique, et de fil en aiguille le monde anglo-saxon, puis les États-Unis. Par exemple, le juriste Louis Brandeis, qui est au service du président Roosevelt dans les années 1930, était un descendant de franquiste. Donc il y a eu vraiment, ça s'est étalé. Et ce mouvement messianique franquiste a joué un rôle important, et comme je l'ai précisé, Jacob Frank a eu un petit cousin, Moses Oruska, qui a pris différents noms, Schoenfeld, et puis ensuite Junis Frey, et qui a créé donc les frères asiatiques, qui mélangent le christianisme avec la Kabbale. Et donc, et qui réunissait vraiment le gratin de l'époque. Et c'est exactement, en fait, c'est très moderne ce qu'il a fait, puisqu'en fait, c'est indirectement du Vatican II avant l'heure. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de favoriser une sorte de fusion de toutes les églises chrétiennes sur fond de gnose. La gnose qui veut dire la connaissance. Et donc, il y a ce côté très curieux et pervers, et ce qui est très moderne, de présenter certaines valeurs morales, chrétiennes, et le prince Charles de Cassel défendait des valeurs chrétiennes, et d'ailleurs, quand il raconte ceci dans ses mémoires, Prince Charles de Cassel raconte que lorsqu'il était en contact avec Frédéric de Prusse, qui était franc-maçon, ce dernier, le roi de Prusse, blasphémait dès qu'il voyait un crucifix. Et Charles de Cassel, franc-maçon et mélange de christianisme et de Kabbale, s'offusquait d'un tel comportement. Donc, bien comprendre que ces gens-là peuvent défendre apparemment des valeurs, puisque Prince Charles de Cassel était scandalisé de voir le roi de Prusse blasphémer contre crucifix. Mais il n'empêche que c'est un christianisme abattardi et terriblement, j'allais dire vicelard, dans ce sens qu'il va présenter des valeurs de moralité, de droiture,
mais c'est en fait un christianisme complètement contaminé par la Kabbale. Et c'est ça qui a été promu, et donc par d'abord Moses Obruska, donc devenu Junius Frey, qui pour la petite histoire a été décapité durant la Révolution en 1794. Prince Charles de Hasse-Cassel a pris la suite, et donc il a continué à propager. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose que j'ai eu l'occasion d'expliquer entre autres dans mon livre Atlas du mondialisme. Je dis toujours que, enfin c'est pas moi qui le dis, mais des personnes qui ont étudié le sujet, c'est qu'on est tous marqués par nos origines, en bien comme en mal, l'origine sociale et le comportement de nos ancêtres. Alors, il y a une chose, il faut pas tomber non plus dans le, penser que ce qui a été fait de négatif parmi nos ancêtres, ça y est, c'est cuit, il y a, parce qu'on est chrétien, la liberté aussi de changer et de prendre la bonne direction. Mais, pour bien comprendre l'impact de Charles Hasse-Cassel, je vais faire un petit ajout et après, vous allez voir pourquoi j'évoque ça. À un moment donné, je cite dans la préface, une longue préface qui fait plus de 70 pages, je cite le manuscrit d'un Savoyard, à l'époque c'était pas encore la France, un Savoyard, Joseph de Maistre, qui était franc-maçon et franc-maçon de haut vol, et qui a rédigé au cours de l'année, au début de l'année 1782, un mémoire manuscrit remis au duc de Brunswick, donc qui était des frères asiatiques, qui a fait donc le discours d'ouverture de Wiensbad de 1782, et dans ce manuscrit mémoire rédigé par Joseph de Maistre, qui va par la suite ensuite combattre l'esprit de la Révolution, mais à cette époque, dans les années 1782, franc-maçon, il a un mémoire et il y a la marque d'un swastika, qui est donc la croix gammée, soit dans le sens des aiguilles du monde, soit dans le sens contraire des aiguilles du monde. Et ça, c'est l'influence orientale, bouddhisme, hindouisme, etc. Et donc, Charles de Hasse-Cassel, prenant ensuite la tête des frères asiatiques, est marqué par toute cette influence orientale. Et il va avoir des enfants, qui vont se marier, avoir des enfants, des petits-enfants, etc. Et Charles de Hasse-Cassel aura, alors je ne sais plus si c'est sa petite-fille ou arrière-petite-fille, qui s'appelait Dagmar de Danemark, et qui va épouser le tsar Alexandre III. Et de cette union, plusieurs enfants, dont Nicolas II. Donc Nicolas II descendait de Charles de Hasse-Cassel. Et il y a la femme de Nicolas II qui, elle, n'était pas une Hesse-Cassel, mais qui était aussi une princesse allemande à l'origine, mais une Hesse Darmstadt. Et la famille des Hesse Darmstadt, leurs ancêtres aussi avaient plongé dans l'ésotérisme. Donc, Nicolas II, comme sa femme, avait des ancêtres qui avaient macéré dans l'occultisme, l'ésotérisme, etc. Et il y a ce que j'appelle l'ADN de l'âme, et ça touche, ça se transmet. Et on comprend beaucoup mieux ensuite le comportement de Nicolas II et de son épouse, qui ont apprécié le contact avec Raspoutine, qui était plongé aussi dans l'ésotérisme et qui en particulier avait mené une vie de débauché dans un monastère, une branche ésotérique chrétienne qui s'appelait les Klitst, et qui estimait que pour s'élever, il fallait tomber dans la débauche sexuelle. En fait, dans la continuité du mouvement sabbatéo-franquiste. Je rappelle que Jacob Frank, la veille de son baptême, faux baptême, lui et ses disciples, la veille, sont allés dans une forêt, c'est Gershom Scholem qui raconte ça, et ils ont planté une croix, se sont mis nus, puis c'était une partout généralisée, et le lendemain ils se baptisaient. Pour voir l'esprit vraiment tordu de ces gens-là. Mais cette mentalité, cet état d'esprit passe de génération en génération, et c'est frappant de voir que donc Nicolas II est donc descendant direct de Charles de Hasse-Cassel, et sa femme, elle, descendant d'ésotéristes, mais la famille des Hesse Darmstadt, eh bien, était marquée par cet état d'esprit. On sympathisait, et anormalement sympathisé avec Raspoutine, mais aussi avec d'autres personnes comme Papus. D'ailleurs, j'ai montré ça dans mon livre, donc les permanences pour la Russie, avec des contacts avec ces milieux ésotériques, et en particulier, je citais donc, et là je commence à faire la jonction, le fameux manuscrit mémoire du Savoyard Joseph de Maistre avec le swastika. Eh bien,
les carnets intimes de la tsarine, l'épouse de Nicolas II, qu'on a retrouvés à Yekaterinbourg, là où ils ont été assassinés, ces carnets étaient frappés d'un swastika. C'est là on voit, génération après génération, cette marque débilitante qui déstructure l'âme. Et en fait, ces gens-là, pour qu'ils s'en sortent, ils doivent être désinfectés, il faut dire le mot, exorcisés. L'exorcisme, c'est le désinfectant. Et ces personnes, ces descendants, Nicolas II et sa femme, descendantes aussi milieu ésotérique, gardaient des réflexes. En fait, c'est ce qu'on appelle l'infestation de l'âme. Et donc, pour comprendre l'histoire, il faut certes voir des données économiques, des données stratégiques, géographiques, enfin, tout ce qui est financière, ça va de soi, mais il faut connaître ça, puisque Nicolas II et sa femme, de par leur comportement, ont joué un rôle clé dans la préparation de la révolution de 1917, par une tournure d'esprit qui a amené le mal à se développer. Voilà. Donc, Charles de Escasol, il faut le connaître, car il a influencé, certes par son action à son époque, le développement du mondialisme. En fait, le mondialisme, je dis toujours, le mondialisme, c'est un messianisme. Je rappelle aussi qu'en 1790, je l'ai mis dans la préface, donc ça y est, la révolution a démarré en France, il est allé à Paris pour s'inscrire au club des Jacobins. Bon, vraiment la mentalité du type pourri, il appartenait au gratin, mais bon. Et donc, bien comprendre, son action a façonné les esprits et sa descendance au point de se répercuter plusieurs générations après sur l'avenir de la Russie, avec toutes les conséquences que l'on sait. Alors, bon, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Peut-être le premier point, nous évoquons souvent la maçonnerie, je dirais, dans la critique du mondialisme. Mais peut-être pourriez-vous aussi nous rappeler, nous expliquer peut-être le contexte aussi de cette époque, puisqu'en fait, il y avait toute une élite qui était séduite par les idées de la Révolution, par les idées des Lumières, et puis qu'en fait, de manière générale, je ne sais pas si on peut le simplifier comme cela, mais on était franc-maçon de manière assez facile dès le moment où on faisait partie d'une certaine élite, d'un certain niveau intellectuel, etc. C'était tout à fait d'ailleurs commun. Alors, il y a la première chose, c'est sur le contexte, les références. Hein, vous citez notamment Helvétius, Voltaire, Rousseau, enfin tout ce qu'on appelle les entre guillemets philosophes des Lumières. Voilà, exactement. Alors, c'est le premier point sur vraiment l'environnement. Et le deuxième point, vous citiez Joseph de Maistre, donc ça c'est à la page 39, en effet. Alors, je vais juste citer votre note de bas de page. Alors, oui. Joseph de Maistre a été engagé dans la maçonnerie à un haut niveau pour s'opposer ensuite à la révolution de 1789 et s'inscrire dans la pensée contre-révolutionnaire. À notre connaissance, il ne s'est malheureusement pas fait exorciser, chose essentielle quand on rompt avec la maçonnerie. Donc, en effet, Joseph de Maistre était un illuminé de Bavière, mais juste au-dessus, donc on sort la note de bas de page, vous nous rappelez une autre chose. En 1934, la Grande Loge de Prusse écrit, et nous ouvrons les guillemets, « Nous servons fidèlement Adolf Hitler, nous nous plaçons sur le terrain des idées nationales socialistes. » Avril 34. Voilà, exactement. Donc, vous aviez évoqué déjà dans sionisme et mondialisme, je dirais une forme de... Enfin, c'est même plus qu'une forme. Une alliance, des accords entre le sionisme et le nazisme sur certains points. Et puis là, c'est vrai que nous pourrions être étonnés de voir que déjà en avril 34, la Grande Loge de Prusse, je ne sais pas si c'est la plus... Oui, j'imagine que c'est en tout cas une loge très importante. C'était la maçonnerie prussienne. Voilà, qui soutient visiblement déjà son candidat, ce qui est tout de même aussi curieux, si j'ose dire, puisque on peut en tout cas comprendre, si on lit un peu entre les lignes, que Hitler, de manière générale, était aussi un agent du mondialisme au vu de ses nombreux soutiens. Alors, ce que j'explique avec la maçonnerie prussienne, je dis bien prussienne parce que dans le cadre de l'Allemagne, il y avait la Bavière, etc., mais que la Prusse, de par son étendue territoriale, sa population, a occupé largement de territoire, et la maçonnerie prussienne représentait à peu près 80% de la maçonnerie allemande.
donc de l'Allemagne unifiée à partir de 1870 jusqu'à la République de Weimar. Et les premières infiltrations, je n'ai fait que citer les documents officiels, ce sont des infiltrations, enfin des collusions entre certains membres de la maçonnerie prussienne avec des personnes du national-socialisme dès 1924. Et les choses n'ont fait que monter en puissance. Alors, il y a eu quelques francs-maçons allemands à s'opposer au nazisme. J'en cite un d'ailleurs qui s'appelait Leo Büffelmans, qui est mort rapidement d'ailleurs. Il a subi les foudres de la partie d'en face. Je crois qu'il est mort en 1934. Mais sauf qu'individuel, la maçonnerie prussienne a, à une écrasante majorité, soutenu le national-socialisme et cru qu'il y avait une possibilité de coopération étroite. Bon, eh bien, comme je le raconte, ils ont vite déchanté puisque en août 1935, il y a eu un décret interdisant la maçonnerie sous toutes ses formes, prussiennes, allemandes, peu importe, sur toute l'étendue du territoire allemand. Et donc, en fait, les francs-maçons allemands se sont fait avoir. Mais il y a eu en fait une bagarre pour tenter de résister, mais bon, Hitler avait le pouvoir. Mais ce qui est révélateur, c'est que quand même, la maçonnerie prussienne a sympathisé, sauf cas individuel, j'entends, mais je parle en tout cas la direction principale de la maçonnerie prussienne, cette direction a sympathisé avec les dirigeants nazis, et au point d'apporter, c'est la citation, il n'y a pas que celle-là, il y en a d'autres, son appui à Adolf Hitler, et là, ils l'ont payé très cher. Hein. C'est un aveuglement complet. Mais, je dis toujours, l'enfer est divisé contre lui-même. Hein. Et puis concernant justement ce monde imprégné des idées de lumière, qu'est-ce qu'on peut en dire pour comprendre un peu l'état d'esprit de ce prince, et puis aussi peut-être, y avait-il dans son esprit, dans son état d'esprit, une compréhension qu'il agissait pour le mal? De sa manière qu'il était le serviteur de Satan, si j'ose dire, ou est-ce qu'il pensait vraiment faire le bien et agir dans cette direction? Alors, d'après tout ce que j'ai pu lire, je pense qu'il croyait agir pour le bien. Et c'est peut-être la pire des choses, dans ce sens que c'est en fait une intelligence empoisonnée. J'ai cité le cas où, lorsque Frédéric de Prusse, donc il conseillait politiquement, blasphémait à chaque fois qu'il voyait un crucifix, le prince Charles de Cassel était scandalisé. Et on ne peut, sur le coup, qu'apprécier ce genre de comportement, se dire, ce prince a une bonne réaction. Mais en fait, c'est ça qui est terrible, c'est ce mélange de bonnes réactions saines avec un esprit frelaté. C'est la pire des choses. Et en fait, c'est ça qui est frappant. Et ce que j'explique dans ces courants maçonniques, il y a deux branches. Il y a la branche chrétienne kabbalistique, mélange de gnose, etc., et donc à laquelle appartenait le prince Charles de Cassel, et l'autre branche rationaliste, les Illuminés de Bavière. En fait, on a, c'est comme, je sais pas moi, une paire de ciseaux, il y a les deux branches, mais l'une est indispensable à l'autre pour couper le papier, ou la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure, ou deux jambes, l'une alterne avec l'autre. Et à un moment donné, je pense à ça aussi, vous avez fait une émission avec Monsieur K, Grégorovitch, etc., et qui était très bonne. J'ai plus le titre en tête de l'émission, mais à un moment donné, Grégorovitch a présenté un extrait du film Le Souper, avec Talleyrand et Fouché, joué par les acteurs Claude Brasseur pour Fouché et Claude Rich pour Talleyrand. Et ce film, à l'origine, c'est une pièce de théâtre. Je l'ai vu il y a, comment se faire peur, il y a plus de 30 ans. Et je l'ai vu en film 3-4 fois parce que ça m'avait, je me souviens, enthousiasmé. Et Grégorovitch fait cette remarque tout à fait juste, parce qu'à l'époque, je lui en avais parlé, où, en fait, Fouché, c'est un homme très intelligent, mais c'est un rustre qui poursuit un but, le mondialiste de l'époque. Et vous avez Talleyrand, très intelligent, mais fin, délicat, une éducation, pardonnez-moi l'expression, on en pète dans la soie, mais toujours dans le mondialisme. Et en fait, on a une alternance des deux. C'est-à-dire qu'en fait, selon la période politique, sociale, économique, soit on favorise la version grossière, brutale, façon Fouché, soit on alterne avec la version plus délicate, plus présentable, du beau papier d'emballage, à Talleyrand, mais dans les deux cas, c'est pour aboutir
au même résultat. Simplement, il y a une alternance qui donne l'illusion, et le mirage. Et là, c'est pareil au XVIIIe siècle. En fait, dans ce bouillonnement maçonnique, il y a la branche des Illuminés de Bavière, rationaliste, brutale, terre à terre, matérialiste, vraiment qui est presque choquante, et la version chrétienne, mais maçonnisante, du frelaté où on a du bon et puis la bonne dose de poison, qui donne l'illusion que au moins ces gens-là, ils respectent le crucifix, ils vont pas blasphémer comme la partie d'en face. Et donc ça rassure. Et oui, mais c'est le poison, pareil, mais en plus habile, et on alterne. Et ce qu'on voit aujourd'hui, et on reviendra peut-être, c'est ce qu'on voit avec la Russie, où la Russie de Poutine présente des valeurs certaines contre le wokisme, contre l'LGBT, et on ne peut qu'apprécier et approuver ce genre de choses. Mais, et c'est le poison qui arrive, il y a chez Poutine, et je l'ai cité, cet appui apporté à toutes les religions dans un cas d'un œcuménisme. Alors je dis toujours parce que souvent les gens ne comprennent pas ce que je veux dire dans le comportement que doit avoir un chef d'État. La Russie est multiconfessionnelle, donc Poutine en tant que chef d'État, il est obligé de faire avec les Russes confession orthodoxe, les Russes de confession juive, les Russes de confession musulmane, bouddhiste, etc. Donc, en tant que chef d'État, il a à respecter les confessions de ses sujets, entre guillemets, mais puisqu'il est officiellement orthodoxe, il n'a pas à soutenir et à faire la promotion de l'islam, comme du judaïsme ou du bouddhisme. Et c'est là où on voit que ça cloche, parce que, comme je l'ai cité dans mon livre Les Permanences, il met, s'il est orthodoxe, chrétien, bon, les orthodoxes sont schismatiques, bon, bref, mais il met au même niveau son christianisme orthodoxe avec les autres. C'est l'indifférence. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, chrétien, juif, bouddhiste, il parle de la symphonie humaine. Oui, une symphonie, mais si il est véritablement chrétien, il ne devrait pas mettre la vérité au même niveau que l'erreur. Et c'est ça qui est terrible, et on en revient à Charles de Hesse-Cassel, c'est la même mentalité, c'est-à-dire qu'il va présenter des choses tout à fait justes, défendre le crucifix, hein, très bien, et des valeurs morales qui font que bravo chef, et puis en même temps, la cabale. Et comme ça, on fait passer le poison. Et finalement, ce principe de cabale, on le retrouve avec donc Poutine et Dugin. Dugin. Alors, il y en a qui disent qu'il ne joue aucun rôle. Non, il joue un rôle certain, ne serait-ce que lorsque j'ai ajouté qu'il fait partie d'un institut où on trouve au sein du comité directeur Sergei Gladiev, qui est le conseiller intime de Vladimir Poutine pour la mise en place d'une union eurasienne supranationale, où qu'on retrouve aussi je prononce mal son nom, un certain Balin, je crois c'est son nom, qui est le vice-président de la banque Gazprom, c'est-à-dire le nerf de la guerre pour l'économie russe. Quand on voit un Dugin qui fait partie du comité directeur avec ces gens-là, obligatoirement, il influence. Et je rappelle que en 1996-97, j'ai mis les photos en couleur, il y a comment il s'appelle, Dugin, qui récite des des textes de Crowley, le sataniste Crowley, avec des croix tournantes. Alors une chose est sûre, il aurait dû par la suite se rétracter et dire j'ai commis une erreur, je me suis trompé, j'ai commis une faute. À ma connaissance, j'en suis même sûr, il ne s'est jamais rétracté. Donc, en fait, ce milieu russe marqué par la gnose et le christianisme défend des valeurs justes, mais avec une contamination gnostique, avec des influences kabbalistiques, avec les Lubavitch, etc. Mais le fond est vicié. C'est subtilement vicié, à la Hesse-Cassel. Et on voit avec, comment il s'appelle, Trump, une volonté de défendre des valeurs aussi contre le wokisme. Et quand un Trump dit que il y a qu'un homme, une femme, point barre, on ne peut être que d'accord avec lui. En fait, c'est la version chrétienne kabbaliste à la Hesse-Cassel, avec des valeurs certaines, mais matinée de Kabbale et avec le monde Lubavitch. Alors là, que ça soit le monde russe ou le monde américain, là on est gâté. Peut-être qu'on pourrait... Et j'ajoute ce petit élément, après je m'arrête.
si avec mon bouquin Contre l'Empire Loubavitch, si je me suis fait mal voir déjà avec le monde russe par l'Empire Loubavitch, ça j'étais bon, bref, je savais que je touchais un nerf. C'est qu'en fait, j'ai mis exactement le doigt sur l'élément clé de la fausse opposition que le monde russe, en fait, c'est un monde, et le monde Loubavitch en particulier, un monde contaminé qui défend des valeurs, et dans la dissidence, il y a des personnes qui sincèrement cherchent à défendre des valeurs familiales, etc., contre le wokisme, même le mariage traditionnel, et donc on ne peut qu'adhérer à ça, mais c'est la version frelatée à la Hesse-Cassel. C'est tout. C'est ça que j'ai expliqué dans la préface, et malheureusement, les gens ne voient pas ça. Et pareil pour Trump. Oui, bah, on va évoquer Trump justement plus tard, mais déjà maintenant peut-être une petite remarque. Par exemple, Trump s'est retiré des accords de Paris. Donc, il a acté le retrait des États-Unis du pacte sur le climat. Et donc là, déjà, ça, au-delà de l'anti-wokisme, eh bien là, il y a l'anti-réchauffisme qui ajoute une pierre de plus pour que les gens tombent dans le panneau. Mais l'autre point que je voulais peut-être ajouter, c'est qu'en fait, malheureusement, comme on est dans un monde qui a énormément apostasié, il en faut pas beaucoup pour que les gens se raccrochent à un tout petit quelque chose, comme une lueur d'espoir. Alors que malheureusement, quand on y pense, c'est pas grand-chose. Hein. Dire un homme est un homme et une femme est une femme, et de dire que le changement climatique anthropique est une arnaque, ou se retirer des accords de Paris, c'est pas non plus des choses exceptionnelles, mais visiblement, beaucoup de gens se mettent à plat ventre. Et puis l'autre point par rapport en effet à ce que vous évoquiez, certains se sont réjouis du fait que Trump avait fait un discours pour, je crois, le Pâques, je crois que c'était vendredi ou lundi saint. D'accord, très bien, mais bon, c'est un peu normal quand il y a, je sais pas, 150 millions d'Américains. Donc pour certains, c'est la preuve que Trump est catholique. Mais par contre, malheureusement, lorsqu'il se rend sur la tombe du rabbin Schneerson un an après les attaques du 7 octobre, pour eux, ça ne veut rien dire. Donc il y a aussi, je trouve, un deux points de mesure par rapport à la critique qu'on peut faire à Trump sur ce qu'il fait et la manière dont il agit. Voilà, c'était juste aussi pour souligner. C'est un œcuménisme, en fait. Un œcuménisme qu'on retrouve pareil chez Poutine, qui donc, je vais montrer des photos, il embrasse le Coran, il participe à des cérémonies de promotion du monde Loubavitch, il va ensuite embrasser la croix, et puis il inaugure la statue à Moscou de Fidel Castro. Communisme qui a quand même fait quelques dizaines de millions de morts, et qui est violemment anti-chrétien. Bon, voilà. Voilà, c'est du Hesse-Cassel. Et d'ailleurs, pardon? C'est du en même temps. Oui, voilà. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que en fait, les gens d'aujourd'hui, n'étant plus imprégnés d'un classicisme de raisonnement, déchristianisé, etc., n'ont plus le système immunitaire, psychologique, etc., pour voir l'arnaque. Voilà, c'est le système, il présente toujours la présentation côté brutal, grossier, et puis le balancier, les valeurs, mais valeurs matinées de fausses valeurs, et plus c'est moins, ça fait moins. Bon. En effet. Alors maintenant, on va aborder un autre personnage important, qui est celui de Jean Bodin, que vous citez aussi dans votre préface. Est-ce que vous pourriez peut-être un peu nous expliquer qui est-il, et puis quel rôle joue-t-il dans ces permanences du mondialisme? Ah, alors effectivement, Jean Bodin, bon, c'est un juriste français du XVIe siècle, qui a marqué énormément son époque, et puis pas que le monde français, tous les personnages comme Hobbes, Locke, etc. Et en fait, il a permis une accélération de la sécularisation de la société française. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'anti-Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc, alors attention, le droit n'est pas proscrit. Enfin, je suis obligé de rappeler que le feu brûle et l'eau mouille, parce qu'il y a des gens tout de suite, dès qu'on dit qu'on n'est pas d'accord, que le droit ne doit pas faire le socle de la société, mais le sac du roi de France. Enfin, tout de suite, les gens disent mais vous rejetez le droit, mais c'est pas ça. C'est une hiérarchisation des valeurs. Sainte Jeanne d'Arc rappelait que d'abord
le royaume de France était un royaume tenu en commande, c'est-à-dire un bien consacré à Dieu, et que le chef de l'État, le roi de France, n'était que son lieutenant, qui devait créer les conditions matérielles, économiques, morales, etc., pour permettre donc aux sujets du roi de France, des Français, de gagner leur ciel. Donc la finalité, c'était au ciel. Et Bodin, ce juriste, va introduire cette idée de sécularisation et de décatholisation de la société française, et en fait repousser le surnaturel et le sacré. D'ailleurs, et c'est pourquoi j'ai cité en particulier cet extraordinaire passage, enfin c'est donc suite aux écrits de Jean Bodin, les 6 livres de la République, et je me suis appuyé sur les travaux d'un professeur de Paris 8 qui s'appelle Gérard Méret, qui explique en fait que les travaux de Bodin se rapprochent plus du monde païen et juif que du monde catholique. Et je vais simplement lire un passage que j'ai mis en caractère gras à partir de la page 7. Donc je cite Gérard Méret au sujet donc de Jean Bodin, qui est mort en 1596, pour situer un peu. Il, donc Jean Bodin, se réfère non à la tradition chrétienne, mais à la loi mosaïque. L'état de souveraineté dans les 6 livres de la République élabore génialement la structure conceptuelle n'est pas un ordre politique chrétien, il n'est pas la République chrétienne. Dans sa structure interne, dans son concept constitutif, l'État bodinien est d'essence laïque. C'est la raison pour laquelle, au sein de l'État bodinien, toutes les confessions sont admises. C'est-à-dire la vérité, l'erreur, au même niveau. Bodin appelle le prince à la tolérance. Et quand il s'agit de rappeler, Bodin le fait 100 fois, que le souverain est limité en puissance par la loi de nature et de Dieu. Premièrement, ce n'est jamais pour limiter le principe de souveraineté en tant que tel, mais seulement son exercice. Et deuxièmement, la référence ne va jamais à la tradition politique chrétienne, mais à la tradition juive. Non pas le Nouveau Testament, pratiquement jamais cité au cours de plus de 1000 pages, mais l'Ancien Testament cité lui, en abondance. Non pas le peuple chrétien, mais les Hébreux. Non pas le Christ, mais Moïse. Non pas Paul s'adressant aux Romains, mais le Deutéronome. Toute puissance vient de Dieu. Pas une seule fois la devise paulinienne fondatrice d'un ordre politique chrétien n'est citée. Bodin regarde non du côté de l'Église et du spirituel, mais du côté des anciens, Hébreux, Grecs et Romains. Donc on a le détergent qui va affaiblir d'abord une élite française, la haute aristocratie et la haute bourgeoisie, et par ricochet aussi la politique royale. Les rois de France, donc on a à l'époque de François Ier, Henri II, Henri III, puis Henri III qui va être donc le dernier Valois, assassiné en 1589. Puis ensuite toute une série de rois qui va jusqu'à donc à Henri IV et Louis XIII. Et c'est l'époque où il y a eu des mariages avec les Médicis, qui étaient liés à l'ésotérisme. Et ils ont ramené ça, les Médicis, à la cour de France. Donc on a cet esprit frelaté. Et l'ésotérisme en lien avec la Kabbale en arrière-fond. Je rappelle, il y a le fameux pic de la Mirandole qui, alors c'est avant Bodin, mais en fait ces choses-là n'arrivent pas d'un coup. Bodin n'est que le successeur d'influenceurs, etc. Et avant donc Bodin, il y a Pic de la Mirandole, son ouvrage 900 conclusions, qui avait été condamné par le pape, car mettant la Kabbale au-dessus du témoignage chrétien, une formule de ce style. Et il faut savoir que l'ami intime de Pic de la Mirandole, c'était un juif qui s'appelait Abdul Faraj, un nom comme ça, qui était lié à la Kabbale, qui enseignait la Kabbale à Pic de la Mirandole. Donc on voit ces infiltrations en Italie, qui touchent les élites italiennes, entre les Médicis, qui ensuite apportent le poison à la cour de France via des mariages. Tout ça, ça se diffuse. Et au fil des générations, peu à peu, le poison se répand et empoisonne. Et empoisonne les esprits. Et Charles de Cassel est dans la continuité. Je rappelle, donc il était franc-maçon, il est devenu franc-maçon à l'âge de 30 ans, en 1774, patron ensuite de la maçonnerie allemande. Et la maçonnerie a été créée officiellement en 1717. Je rappelle toujours les 3 principes de la maçonnerie. Le nominalisme, il n'y a pas de religion révélée
opposition donc au catholicisme, le naturalisme, on reste bien sur terre. Enfin, ça, c'est le naturalisme. Le nominalisme, il n'y a pas de vérité, elle est évolutive, et la primauté de l'homme. Voilà. Et après, il y a eu une subdivision en 1878 avec le Grand Orient de France qui est devenu athée, en sachant que la franc-maçonnerie dans le monde est en règle générale déiste. Donc, du Vatican II à Tire-Larigot, où chacun peut trouver sa foi et sa porte de sortie en fonction de sa Chacun sa sensibilité. vérité. Voilà, ouais. J'ai ma vérité, tu as ta vérité, mais dans 30 ans, ça sera pas la même. Donc à chaque fois, enfin bref, c'est le marécage. Parce que justement, je voulais peut-être venir à ce passage qui est intéressant. Alors, je vais lire peut-être quelques lignes à la page 11. En effet, l'arrivée au pouvoir du puritain et lord protecteur Oliver Cromwell, après un coup d'État mettant à mort le roi Charles Ier en 1649, permet de signaler la présence d'un monde discret mais offensif au sein de l'appareil politico-diplomatique anglais. C'est le même Cromwell qui a conclu un accord avec le représentant de la puissance financière juive hollandaise, Menasseh Ben Israël, afin que sa communauté vienne s'installer en Angleterre, plus précisément au profit de la City de Londres, à partir de la décennie 1650. La création de la Banque d'Angleterre en 1694 n'est que la conséquence de cette alliance judéo-anglo-protestante. Parmi les noms gravitant autour de Cromwell et le soutenant dans cette voie, on peut relever ceux de Robert Boyle, n'hésitant pas à évoquer l'existence d'un pouvoir occulte appelé Collège invisible, dans une lettre rédigée en 1646. Ajoutons à la liste les noms de Samuel Hartlib, de John Dury, ou encore Henry Oldenburg. C'est ce dernier qui fut nommé comme premier président de la Royal Society, fondée en 1660, institut qui fut un véritable réceptacle des tenants de la rébellion contre Rome. Et puis un peu plus loin, et c'est cette même Royal Society qui permit de mijoter puis d'enfanter la franc-maçonnerie en 1717 à Londres sous l'égide de James Anderson et de Jean Théophile des Aiguilliers. Voilà. Et puis là, c'est la triptyque que vous venez d'évoquer à l'instant, naturalisme, nominalisme et primauté de l'homme. Les champs de Hesse-Cassel est un des maillons, mais un gros maillon de cette longue chaîne. Voilà. Et voilà. Et on va évoquer un dernier point, peut-être avec tout cela. Les constitutions d'Anderson aussi, qui sont, je crois, très importantes en 1723. Et puis, autre chose, la reconnaissance des principes noachides, inséparables de l'idéal maçonnique propre au rite écossais ancien et accepté, dans son article premier à la suite d'une refonte de ces textes en 1738. Cette maçonnerie se répandit très rapidement sur tout le continent européen. Chers amis, petit intermède dans cette entrevue. Vous êtes nombreux, malheureusement, à ne pas être abonnés à la chaîne alors que vous visionnez du contenu qui visiblement vous intéresse. Donc je vous invite évidemment à aimer, à commenter, à partager et surtout à vous abonner pour permettre d'agrandir notre communauté et de renforcer le catholicisme sur YouTube. Mille merci et très bonne suite d'entrevue. Alors en effet, cette généalogie, elle est quand même assez impressionnante. Et intéressante aussi à analyser puisque ça fait déjà plus de 3 siècles, même 4 siècles, hein, puisque c'est 1660, donc bientôt 4 siècles. Presque, ça va vite. Hein. Dans Oui. 35 ans, ça fait 4 siècles. On peut même dire, avec le Collège invisible, 1646, Voilà. c'était 380, enfin 379, oui. Oui, la vérole est ancienne. Hein. Donc, peut-être par rapport à ce projet, ce programme, et puis à Charles de Hesse-Cassel, vous disiez à l'instant que c'était un gros maillon, très bien. Ah, plutôt oui. Mais comment faire aussi peut-être pour... parce que ça va être 2 questions en une de nouveau, je suis navré, parce que dans votre conférence au Salon Gonzague de Reynold, vous parliez des blocs continentaux. Et dans votre préface, vous parlez aussi de ces blocs continentaux, où malheureusement, et je crois que je vous cite sans me tromper, vous faites référence au fait que l'Europe, malheureusement, est un petit peu le terrain de jeu, pour ne pas dire autre chose. Je crois que vous dites autre chose, mais on va peut-être pas le dire maintenant. Le terrain de jeu, en tout cas, de différentes territoires, puissances. Hein, vous évoquez les États-Unis, vous évoquez l'Iran, vous évoquez Israël, enfin différents blocs, des nouveaux blocs. L'Europe étant le terrain de jeu. Alors tout d'abord, comment essayer modestement de nous être un bloc qui pourrait se distinguer
et éventuellement, modestement se défendre face à cela, au vu du projet, qui date? Et puis de manière générale, que faire, face à cela? Puisque il est vrai que, mmh, on semble un peu impuissant face à un projet qui se déroule, je dirais pas parfaitement, mais en tout cas plus ou moins bien, puisqu'il y a quand même une continuité historique vraiment tout à fait impressionnante, hein. Vous évoquez souvent de différents personnages qui sont hors normes. Là, on pourrait même évoquer aussi un plan hors norme au vu du fait qu'il se déroule, plus ou moins bien. Oui, hors norme, avec une précision. Il y a certes des personnages, style Prince Charles de Hesse-Cassel, et bien d'autres qui ont œuvré et œuvrent dans cette voie-là. Mais je dis toujours que pour qu'il y ait une telle permanence, une telle continuité, là, ce n'est plus humain. Il y a un fond diabolique. Ça, alors évidemment, les gens actuels, athées, matérialistes, rigoleront en m'entendant, mais à ce point-là de régularité, tout en sachant, et ça c'est un point capital, qu'il y a des bagarres internes, et c'est ce que je montre à l'époque de Charles de Hesse-Cassel, des bagarres à mort entre la branche christiano-kabbalistico-gnostique, chrétienne et chrétien, esprit chrétien bâtardi, vérolé, et la branche rationaliste des Illuminés de Bavière. Et en fait, on retrouve cette permanence et ces bagarres internes. Et pour qu'il y ait une telle permanence, génération après génération, je veux bien au rôle de personnage hors norme, d'intelligence supérieure, d'accord, mais à ce point-là, avec une telle passion dans un but bien défini qui est la mise à mort de la révélation, parce que ce soit la branche rationaliste ou la branche christiano-kabbalistique, c'est la mise à mort de la révélation, eh ben, il y a un fond diabolique. Et ça, pour le faire comprendre aux gens, c'est quasiment peine perdue. La nature humaine est trop superficielle, peu importe l'origine sociale au niveau d'études, pour admettre qu'il y a une entité maléfique qui agit. Et on ne peut comprendre cela. D'ailleurs, j'ai dit à un moment donné que Joseph de Maistre, certes, s'est opposé par la suite, après son passage à la maçonnerie, s'est opposé à ce milieu révolutionnaire, mais d'après ce que je sais, il ne s'est jamais fait exorciser. Et pourquoi je précise ça? Parce que quand on plonge dans ces milieux maçonniques, et d'autant plus quand on grimpe haut, il y a une forme de baptême et une imprégnation de l'âme. J'ai cité Charles de Hesse-Cassel et sa descendance, et ça contamine. Et donc pour casser, il faut casser cette descendance, cet état d'esprit, il faut le désinfectant. Et désinfectant passe par l'exorcisme. Et là aussi, je me souviens d'une émission que j'avais faite il y a, je crois c'est fin l'année 2023 à Radio Courtoisie avec Xavier Moreau, et j'ai dit à la fin, donc c'était suite à mon livre Les Permanences, donc la géopolitique et la mystique russe des Romanov à Vladimir Poutine, j'avais dit à la fin de l'émission, et je me souviens que Xavier Moreau, qui connaît des choses d'un point de vue militaire, mais on n'était pas en osmose en d'autres domaines. Entre autres, il m'avait dit qu'il ne croyait pas du tout au rôle, de l'importance de la franc-maçonnerie en Russie, qui a été rétablie en 1995. Il m'avait dit que la franc-maçonnerie ne joue aucun rôle en Russie, ce qui est pour moi un aveuglement complet, parce que quand la franc-maçonnerie s'établit dans un pays, elle joue toujours un rôle premier. Donc en fait, chez Xavier Moreau, il y a un vernis classique et un arrière-fond libéral. Bon. Et ce qui n'avait pas compris, et j'en reviens au désinfectant, c'est que ce qui est vrai au niveau d'une personne, et c'est le cas de Charles de Hesse-Cassel et de bien d'autres personnes, comme Joseph de Maistre, ne pas avoir été désinfecté par un exorcisme, ce qui est vrai au niveau d'une personne est vrai au niveau d'un pays. Et j'avais dit à Xavier Moreau qu'en 1917, la révolution bolchevique ne pouvait être comprise que dans ce sens que c'est un baptême satanique. Et je lui avais parlé de l'apparition en Portugal à Fatima de la Sainte Vierge, et je lui avais dit que lorsque la Sainte Vierge demande la consécration de la Russie à son cœur immaculé, ce n'est pas pour faire joli, c'est pas pour de l'emphase, c'est en fait pour désinfecter la Russie de cette marque satanique, où la Sainte Vierge de son talon écrase la tête du serpent. Et je vois encore la tête de Xavier Moreau, que je considère comme quelqu'un d'honnête, dans le sens que
il défend des choses que je ne, bon, son allégeance au monde russe, je suis absolument opposé à ce qu'il fait. Mais disons que ce n'est pas un esprit tordu comparé à d'autres membres de la dissidence. Donc je reconnais moins ça. Mais je me souviens que lorsque je lui ai dit ça, il m'a regardé avec des yeux ronds d'incompréhension. Le fait que je lui ai dit, bah, tant que la Russie n'a pas connu cette consécration, il n'y a pas à attendre quelque chose de bon de la Russie, entre autres avec Poutine. Et son regard, yeux ronds, montrait qu'il ne comprenait pas. Et c'est là, je vois, bah oui, c'est la marque libérale. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Je dis toujours, le fond de l'histoire est religieux. Et après, il faut jongler avec des paramètres économiques, financiers, géopolitiques, mais tout à fait d'accord. D'ailleurs, j'ai parlé, entre autres, des terres rares. Fruit d'ailleurs, l'émission est enregistrée, nous sommes le 1er mai, et nous venons d'avoir un accord signé entre les États-Unis et l'Ukraine, un document qui s'appelle un fonds d'investissement qui permet aux États-Unis, l'administration Trump, de pouvoir exploiter les terres rares en Ukraine pour obtenir manganèse, zirconium, lithium, etc., dont des éléments vraiment très importants rentrant dans la composition smartphones et compagnie, etc., ordinateurs. Mais il n'y a pas que ça. Il faut jongler avec ces paramètres, entre autres géologiques. Il n'y a pas que ça, parce qu'en plus, et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que dans l'affaire ukrainienne, il y a une bagarre entre certaines factions juives qui estiment que l'Ukraine, ou en tout cas une partie de l'Ukraine, c'est l'ancien territoire khazar, et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'en avril 2022, sur le site du gouvernement ukrainien, Zelensky disait qu'il voulait faire de l'Ukraine, je cite, un grand Israël avec son propre visage. On a envie de dire, mais pourquoi il dit un grand Israël? Pourquoi pas une grande Somalie ou une grande Égypte? Non, c'est grand Israël. Donc il y a une partie du monde juif qui estime que l'Ukraine est un territoire khazar et que c'est une seconde Judée, mais d'autres qui estiment que d'autres factions juives qui estiment que le véritable Israël, c'est l'Israël biblique. Et donc il y a des bagarres entre factions occidentale et russe sur le partage d'intérêts matériels, terres rares, pétrole, gaz, je te donne ça, tu me donnes ça, je suis pas d'accord, et des oppositions d'ordre spirituel. Et donc, c'est ça, il faut jongler en permanence entre des choses bien terre à terre et des références spirituelles. Et d'ailleurs, c'est si vrai, je l'ai dit à chaque fois, en 2014, il y a le fameux Times of Israel qui avait écrit un article, les Juifs de Russie et d'Ukraine sont en guerre, avec des raisons d'ordre financier, énergétique et spirituel. C'est un tout. C'est ça qu'il faut comprendre. Et j'ajoute un petit élément. Il est actuellement, au moment où je parle, donc 1er mai 2025, donc bien des choses, les choses vont très vite maintenant. Il y a actuellement, au moment où je parle, des discussions entre la partie russe avec un oligarque russe qui s'appelle Kirill Dmitriev, et le représentant américain, qui est un ami intime d'ailleurs de Trump, qui s'appelle Steve Witkoff. Et je me suis intéressé au CV de Kirill Dmitriev. Il est né en 75, et dès la chute, les prémices de la chute donc de l'Union soviétique, il est arrivé à l'âge de 14-15 ans aux États-Unis, donc 89-90, pour faire sa scolarité, et ensuite les grandes universités américaines, je crois Stanford et Harvard. Et il a travaillé où après? McKinsey et Goldman Sachs, comme la patronne de l'AfD d'ailleurs, Alice Weidel, qui a travaillé chez Goldman Sachs. Et donc on a ce personnage qui a travaillé donc dans ces grands instituts mondialistes, ce russe, qui ensuite a travaillé aussi avec Victor Pinchot, qui est un juif ukrainien dans les années 2000 et quelques, qui ensuite, depuis 2011, est à la tête d'un institut russe chargé de favoriser les investissements étrangers en faveur des entreprises russes. Et donc, c'est un oligarque russe qui est le représentant d'une faction et qui traite avec Steve Witkoff, qui est aussi un oligarque. En fait, ce sont des bagarres entre clans avec des intérêts financiers, pétroliers, etc. Enfin, tout ce qui fait... j'allais dire que tout ce qui excite les ambitions terre à terre de l'homme, plus des oppositions d'ordre spirituel. Et c'est toute la difficulté de jongler, de voir quelle est la faction qui va l'emporter sur l'autre, un tel qui va trahir, etc. Et je vais citer un autre exemple, parce que je voudrais pas l'oublier, et après je me tais temporairement.
parallèlement donc au monde russe, avec ce fameux Kirill Dmitriev, j'ai une information qui est toute récente. Il y a un représentant juif américain qui s'appelle Jacob Hellberg, qui est Lubavitch. J'ai les informations que j'ai apportées, entre autres sur mon compte X, j'ai mis les sources, et qui a travaillé entre autres avec Peter Thiel. Peter Thiel, c'est lui qui était un milliardaire. Il a travaillé avec Elon Musk pour PayPal. Et il joue aussi un rôle au sein de Palantir, donc tout ce qui a à faire de logiciels, et en particulier Palantir est intimement lié à la CIA. Et ce Jacob Hellberg travaille au sein de Palantir en lien avec Peter Thiel. Et ce Jacob Hellberg, Lubavitch, est l'homme clé, c'est bien l'homme clé, entre la Silicon Valley et Donald Trump, qu'il a nommé au poste ministère de la croissance économique, etc. Un truc vraiment, un poste très important. Et ce Jacob Hellberg a été aussi un des plus gros contributeurs financiers de la campagne de Donald Trump pour son deuxième mandat. Donc on voit tous ces liens. Et j'ajoute ce petit élément, ce même Peter Thiel, c'est lui qui a dépensé la plus grosse somme d'argent dans toute l'histoire américaine pour permettre à J.D. Vance de devenir sénateur en 2022. Donc il va de soi que si Peter Thiel l'a fait, donc, le grand catholique, c'est pour obtenir un retour d'ascenseur. Et ce même J.D. Vance a, depuis 2022, un directeur de cabinet, qui est juif d'ailleurs, qui s'appelle Jacob Reses, qui était auparavant démocrate, alors qui a fait des brillantes études, Stanford, droit et sciences politiques d'ailleurs, et qui a travaillé quand il était auparavant démocrate au service de Hillary Clinton et de John Kerry. Il a retourné sa veste pour devenir républicain et travaillé pour Tucker Carlson, le fameux journaliste Tucker Carlson. Et c'est très intéressant de voir que le directeur de cabinet de J.D. Vance a fait partie d'associations contre la Palestine, d'associations pour favoriser le maximum de sanctions contre l'Iran, qu'il a fait partie d'une association pour la fusion, je cite, du conservatisme et du judaïsme traditionnel, et un élément, il faudra en parler, il a travaillé au service de la Federalist Society, qui a pour objectif, qui a été un institut qui a été créé en 1982, j'en parle dans mon livre, dans la réédition de 2013, La marche irrésistible du Nouvel Ordre mondial destination Babel. Il a travaillé au sein de la Federalist Society, dont le but est de donner le maximum de pouvoir au président des États-Unis, aux dépens du Congrès des États-Unis. Donc une constitution évanescente. Et le même Jacob Eres est en contact avec les Lubavitch. Et les Lubavitch disent que lorsque le Mashiach arrivera, les principes démocratiques sauteront. Donc il va de soi que le principe de la Federalist Society va de pair avec le monde Lubavitch, qui sont pour l'attribution d'un pouvoir fort à un homme, aux dépens des principes démocratiques. Et j'ajoute un petit élément, et là je m'arrête, dans cette Federalist Society, j'ai oublié de citer l'expression, qui prône, retenez bien l'expression, l'exécutif unitaire. Et je vais vous dire une chose, Xavier, je précise, on est le 1er mai 2025. Ce principe de l'exécutif unitaire qui dit qu'il faut donner le maximum de pouvoir au chef d'État américain, aux dépens de la Constitution américaine qui peut un peu vider de son essence, etc. J'en ai parlé pour la première fois en 2013, donc dans mon livre « La marche irrésistible du Nouvel Ordre mondial », dans sa réédition. Eh bien, une heure et demie avant l'émission, j'écoutais LCI. Il y a un géopolitologue américain, français, mais lié au monde américain, qui s'appelle Bruno Tertrais, qui a parlé de Trump en disant que ce dernier favorisait l'exécutif unitaire. Eh ben, j'ai sursauté parce que c'est la première fois que j'entends à la télévision cette expression, chose que je connais depuis X années, et qui montre que, je dis toujours que lorsqu'on commence, quand les milieux dits complotistes, je mets entre guillemets, parlent d'un sujet
Ils sont traités de tous les noms parce qu'on dit, ils inventent, etc. Mais quand ces sujets commencent à être évoqués dans les médias officiels, là, ça veut dire que vraiment, on arrive au bout du bout. Et là, de voir ce Bruno Tertrais parler de l'exécutif unitaire qui commence à effectivement à donner un caractère de plus en plus, je ne vais pas dire dictatorial, mais autoritaire à Trump au moment où je parle, chose qu'on voit aussi chez Poutine, eh bien, en fait, ça va de pair avec Lemon Lubavitch, qui prône un régime autoritaire où les principes démocratiques et les contre-pouvoirs, ils sautent parce que le Mashiach arrive et que c'est lui qui va assurer tous les équilibres qui vont affecter. Je précise une chose, c'est que c'est en 1912, le fameux livre du Colin House, qui était le conseiller intime du président Wilson, son livre Philippe Dru Administrator, qui raconte l'histoire de 1912, de la mise en place d'un État autoritaire aux États-Unis où la Constitution saute, où on met en place un système où la vie et la propriété de chacun se retrouvent aux mains d'un seul homme, et la mise en place d'un bloc euro-atlantique unifié dans un cadre d'une république universelle. Et en fait, je trouve que là, ça commence à prendre une direction déjà énoncée et annoncée depuis des dizaines et des dizaines d'années. Pour info, il faut savoir que la promotion de l'exécutif unitaire revient à un groupe qui s'appelle toujours la Federalist Society, qui a été créé en 1982 et qui réunit des juristes de haut vol, etc. Et parmi ces juristes de haut vol, il y a un certain John Roberts, donc en faveur de cet exécutif unitaire promu par la Federalist Society. Donc j'en parle dans la réédition de mon livre La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, donc c'est l'année 2013. Ce John Roberts est tout simplement le président de la Cour suprême, de la Cour suprême des États-Unis. Donc, avec Trump, il y a possibilité, sauf bagarre personnelle pour des raisons que l'on ignore, mais Trump a, s'il veut vraiment imposer un pouvoir, je dis pas dictatorial, mais du moins autoritaire, il aura un soutien de la part d'un John Roberts, qui est donc à la Cour suprême américaine en tant que président, et de bien d'autres relais. Et donc, on voit que cette montée en puissance de l'exécutif unitaire, d'un pouvoir autoritaire fort, qu'on peut constater dans le cas de la Russie avec Poutine, c'est pas impossible. Et comme je l'ai cité, il y a le cas de, Colin House, qui promeut la politique d'un pouvoir fort américain avec une constitution qui est détruite ou en tout cas bien diminuée. Et je répète toujours que dans l'esprit des Lubavitch, la disparition de la démocratie et de ses contre-pouvoirs, cette démocratie disparaît, d'abord diminue en puissance et disparaît au fur et à mesure que l'on se rapproche de l'arrivée du Mashiach, du Messie. Et quand le Messie arrive, le Mashiach, selon les Lubavitch, alors là, les principes démocratiques sautent complètement. Application de A à Z du noachisme, donc la religion entre guillemets, pour les non-juifs, et pour ceux qui refuseraient une des 7 lois du noachisme, donc entre autres contre la Sainte Trinité et la divinité du Christ, toute personne qui refuse une des 7 lois du noachisme est condamnée à mort par décapitation. Donc, en fait, on peut dire que l'exécutif unitaire promu par la Federalist Society, et donc, je l'ai dit, qui a obtenu le soutien, en tout cas la collaboration de Jacob Rezes, le fameux directeur de cabinet de J.D. Vance, donc pour voir le maillage. Donc en fait, la Federalist Society a un de ses membres, entre autres, le directeur de cabinet de J.D. Vance, comme John Roberts. Donc pour montrer qu'il y a plein de personnes au sein de l'administration Trump qui œuvrent dans cette voie-là, eh bien, en fait, au fur et à mesure qu'ils avanceront, eh bien, pour les Lubavitch, ça sera, si je puis dire, du pain béni, puisque ça correspond à leur idéal, disparition des principes démocratiques, avec un Mashiach tout-puissant qui arrive dans le cadre d'un chaos libérateur. Et là, on arrive 2025 et les années qui vont suivre, ou les mois qui vont suivre, révélateurs, soit ils réussissent, alors ça veut dire que c'est le mal qui triomphe, soit ils perdent, et ils perdront, mais, il y aura de la souffrance. Voilà ce qu'on peut dire concernant l'exécutif unitaire. Oui, tout à fait. Je voulais peut-être ajouter aussi un modeste point pour aussi évoquer le rôle de BlackRock, par exemple, en Ukraine. Et là aussi, ce n'est pas sans lien avec notre sujet. Maintenant, essayons peut-être de raccrocher le dernier wagon,
si j'ose dire, qui est celui du passage du prince de Hesse-Cassel au monde Lubavitch. Sauf erreur, vous situez cela au milieu du 19e, j'espère ne pas me tromper. En fait, le mont Lubavitch apparaît dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. 18e, pardon, 18e. La fin du XVIIIe. Mais en fait, j'appelle ça un passage de témoin. Voilà. Alors, maintenant, bon, vous l'avez déjà évoqué, on l'a déjà évoqué, mais je pense qu'un rappel n'est jamais de trop. Peut-être au rôle des Lubavitch actuellement sur... Comment est-ce que je pourrais formuler ça? Les influences au niveau mondial, que ce soit au niveau de Trump ou de Poutine. Et puis ensuite, peut-être plus loin, nous aborderons peut-être les récentes prises de parole de Trump, notamment en référence à ce fameux âge d'or, ou le terme abordé par Elon Musk du Novus Ordo Seclorum, qui est un terme aussi qui n'est en rien anodin. Oui, alors, effectivement, le monde Lubavitch joue un rôle important et c'est ça qui est frappant, c'est que je savais très bien qu'en évoquant ces sujets-là, je me ferais mal voir, mais donc raison de plus pour le faire. Parce que parler de sujets qui conviennent à la dissidence, oui, qu'on en parle, mais il faut prospecter. Et quand on tombe sur des sujets qui concernent notre avenir, et quand on se rend compte de l'importance de certains secteurs et de certains personnages, on se doit donc de les présenter, les mettre en pleine lumière. C'est quand même, je considère que mon livre comprend l'Empire Lubavitch, pour ceux qui, voilà, qui est disponible uniquement sur Book Edition, en particulier quand même la dissidence quand même devrait voir ne serait-ce que l'annexe 26 où vous avez à peu près 70 instituts pétrole, milieu chimique, etc. Il y a Meta, Zuckerberg, etc. qui financent les Lubavitch. Donc, c'est ça qui est révélateur, c'est que je n'ai pas entendu parmi les gens de la dissidence des personnes évoquer, dire où effectivement Pierre Hillard montre les sources financières du monde Lubavitch. C'est énorme puisqu'il y a Goldman Sachs, il y a Chevron et ExxonMobil qui actuellement d'ailleurs prospectent depuis plusieurs années en Ukraine. Et oui, donc des oppositions avec la partie russe Lubavitch qui disent, le gâteau, nous on veut notre part, et puis les côtés Lubavitch américain, pardon, à nous on veut notre part aussi. Et comme je l'ai dit aussi, c'est ça aussi, c'est un élément frappant, c'est que la maison mère Lubavitch de New York, depuis février 2022, normalement finance les Lubavitch dans le monde entier. Et depuis février 2022, l'information était dans Haaretz. Depuis février 2022, les Lubavitch de New York, la maison mère, ne finance plus les Lubavitch russes pro-Poutine. Alors, et je dis toujours, la véritable réconciliation entre Trump et Poutine pourra être vue par le rétablissement du flux financier de New York vers la Russie de Poutine. S'il y a vraiment un retour à la situation d'avant février 22, là je dirais qu'effectivement l'entente a été véritablement scellée entre Poutine et Trump. À ma connaissance, la chose n'a pas encore été, au moment où je parle d'ailleurs, rétablie. Et ce qui est frappant, c'est que les milieux de la dissidence ne s'appuient pas sur ces informations où j'ai mis les sources. Quand vous avez toujours l'annexe 26, le président de la Chambre des représentants américains, Mike Johnson, qui reçoit le 11 septembre 2024 la plus haute distinction Lubavitch, et qui donc l'actuel, au moment où je parle, 1er mai 2025, toujours le président de la Chambre des représentants, qui reçoit donc la haute distinction, c'est que automatiquement et obligatoirement, il a eu des actes allant dans le sens des intérêts Lubavitch. Je précise une chose, c'est que il y a, et je l'explique dans ce livre, des rivalités dans le monde juif et entre les Lubavitch, la branche libérale, la branche athée, enfin il y a tous les intermédiaires. Et je parle entre autres d'un rabbin, le rabbin Shem Tov, qui jongle entre ces différents paramètres pour essayer d'obtenir une certaine forme un consensus. Mais ce qui est frappant, c'est que l'indicien, on ne veut pas parler de ces sujets-là.
Ça veut dire qu'une chose qui c'est pas normal. Ça révèle qu'il y a des sujets qui sont tabous. Bon. Tout à fait. Alors parlons peut-être de cet âge d'or où en effet déjà là c'est assez étrange pour un catholique, pour le grand catholique qui est Trump, d'évoquer l'âge d'or. Alors je vais citer à la page 55. Oui, alors je précise quand même que quand je dis le grand catholique, c'est ironique pour les personnes qui n'auraient pas Oui. de deuxième degré, de second degré ou même de troisième degré, parce que j'ai fait une blague l'autre jour sur les réseaux sociaux où j'expliquais que Zemmour était le Trump français et des personnes m'ont pris au sérieux. Donc, le catholique Trump, c'est du deuxième degré. Voilà. Alors maintenant, je vais peut-être citer quelques passages à la page 55. Voilà. Évoquant l'idée d'un nouvel ordre des siècles, en liaison avec le retour du règne de Saturne ou âge d'or, qui coïncide avec la naissance de l'enfant divin, texte écrit par un païen, rappelons-le, et avant l'arrivée du Christ, on peut y lire les propos suivants. Donc là, pour situer, vous citez l'auteur latin Virgile vers 40 avant Jésus-Christ dans Les Bucoliques. Alors, les temps sont révolus qu'a prédit la Sibylle. Les siècles, dans leur course immuable et tranquille, à leur point de départ sont enfin revenus. Et le dernier de tous, l'âge de fer, n'est plus. Déjà revient Saturne, et la Vierge immortelle. Abandonnant les cieux, reparaît parmi nous, et les dieux, des humains cessant d'être jaloux, envoient sur notre terre une race nouvelle. Un enfant doit bientôt, au jour, ouvrir les yeux. Souris, chaste Lucine, à sa venue au monde. L'âge d'or va renaître, et sur la terre et sur l'onde, déjà règne Apollon, ton frère glorieux. L'enfant divin vivra l'existence des dieux. Et plus loin, quand l'enfant parviendra dans la force de l'âge, le bonheur et la paix régneront sans partage. C'est quand même incroyable ce passage. En effet, et puis Donald Trump à sa suite, Elon Musk ont parlé de cet nouvel âge d'or, et il y a eu un discours très symbolique à Phoenix, dans la ville de Phoenix, Oui. le 22 décembre 2024. L'âge d'or de l'Amérique est imminent, avec en arrière-fond, vous le dites, le tout avec 2 colonnes en arrière-fond en guise de décoration, l'encadrant tel Hiram, personnage biblique et architecte appelé par Salomon, fils du roi David, le chargeant de la décoration du temple. C'est le symbolisme des 2 colonnes qui sert de rituel de passage dans la franc-maçonnerie. Alors, effectivement, j'évoque plusieurs fois l'expression l'âge d'or qu'utilise Trump, mais dans le cas de Phoenix, la ville de Phoenix, qui est le nom de la monnaie mondiale annoncée en janvier 1988 dans la revue The Economist. Monnaie mondiale annoncée vers 2018, donc déjà on voit qu'il y a un retard dans leur projet. Ils sont pas, ils maîtrisent pas tout, et tant mieux pour nous. Là, le coup des colonnes, effectivement, en fait, c'est l'arrière-fond de la Maison Blanche, et les 2 colonnes en question représentent, avec Trump au milieu, l'entrée, effectivement, qu'on retrouve dans maçonnique, etc. Voilà, temple de Salomon. Et en fait, on retrouve cette expression âge d'or aussi dans les propos de Trump le jour de son investiture, donc en janvier 2025. Et c'est une expression âge d'or qu'on retrouve aussi sur la couverture de The Economist. Vous savez que, bon, Economist, à la fin de l'année, élabore une revue, enfin une couverture en particulier, annonçant ce qui va se passer pour l'année suivante. Et la revue The Economist de fin 2024 annonce pour l'année 2025. Et en fait, on voit au centre de cette couverture le portrait de Trump. Il y a aussi un missile. Les couleurs, c'est en rouge et noir. Et tout au sommet, couronnant presque Trump, il y a Saturne. Et Saturne est lié au principe de l'âge d'or aussi. En fait, des hasards comme ça, enfin, voilà. Ça fait beaucoup. Oui. Et donc, pour ceux qui veulent voir, donc The Economist 2025, en fait, c'est la revue élaborée octobre ou novembre 2024 pour, en fait, des prospectives pour l'année 2025. Il y a plusieurs éléments. Et d'ailleurs, il y a des zones qui sont très difficiles à comprendre. Et en fait, ce sont des gros vislards. C'est les gens des économistes qui aiment bien balancer des trucs ésotériques.
Hein. Alors certaines choses qu'on peut relativement bien comprendre, et puis d'autres, faut vraiment être versé dans le domaine. Mais on avait aussi cette couverture des économistes que j'ai présentée dans un de mes livres, où la couverture de l'homme de Vitruve, il y avait en particulier aussi le profil de Poutine avec les 4 cavaliers de l'Apocalypse à côté de lui. Enfin, et puis il y avait le pangolin. Le pangolin, donc c'était peu de temps avant Le QR code, je crois aussi. oui, QR code, exact. La pandémie, je mets des guillemets. Hein. Et le pangolin, bah, je sais pas, même moi, je pense aux animaux, je pense aux chiens, aux chats, au cheval, le lion. Le pangolin, j'y pense pas tout de suite. Hein. Et ben, hop, il y avait un pangolin. Bon, on voit que ces gens-là, alors je rappelle, les économistes, c'est dirigé par les Rothschild et puis le groupe industriel italien Agnelli. Bon. Donc, il faut jongler avec ces paramètres. Et Trump n'est, à ma connaissance, il est, je crois, pentecôtiste, bon, une branche protestante. Bon, en tant que président des États-Unis, bon, les présidents d'Américains qui ont toutes les confessions religieuses, donc il est obligé de faire avec. C'est un fait, comme pour Poutine avec les Russes. Mais il y a une différence entre être président d'Américains en confessions religieuses diverses et faire la promotion, des Lubavitch, de faire la promotion du catholicisme, en sachant qu'en plus, le catholicisme d'aujourd'hui, c'est de la vérole. C'est de la vérole. C'est Vatican II, c'est-à-dire que jamais oublié que Vatican II, c'est l'objectif, que je résume toujours par cette phrase, c'est faire de l'Église une annexe de la synagogue. Voilà, avec Nostra Aetate. Et il va avoir à partir du 7 mai, donc nous sommes le 1er mai, l'enregistrement de cette émission, mais le 7 mai, il y a le lancement donc conciliabule pour nommer un pape, mais un pape issu de l'Église conciliaire, donc on peut se poser quand même des questions. Et je rappelle que parmi certains cardinaux, il y en a un qui s'appelle le cardinal Parolin, qui est entre autres chargé des affaires, relations étrangères, etc., Vatican, entre autres. Le cardinal Parolin, alors, ça sera lui ou un autre, j'avoue que tant que Vatican II n'a pas sauté, peu importe le bonhomme qui sort de la fumée blanche, ça n'a pas de valeur, parce que c'est Vatican II. Le véritable changement, c'est quand Vatican II sautera. Voilà. Et là, on aura un véritable pape. En tout cas, un pape respectueux de la lignée de Saint-Pierre à Pie XII. Parce que depuis Jean XXIII, tous ces papes, je mets des guillemets, ou anti-papes, je ne sais pas le terme, parce que je dis toujours aussi que ce sera à l'Église, après être revenu sur le chemin de la tradition, qui devra avoir le dernier mot. Nous, on a le droit d'être prudent, d'être sur la réserve, et se dire c'est pas possible, c'est ce qu'on appelle ces papes, depuis Jean XXIII, tout ce qu'ils disent, c'est en opposition avec l'enseignement traditionnel de l'Église. Un Jean-Paul II qui vous fait assise, avec toutes les religions, je suis désolé, ça colle pas. Quand vous avez un François qui vous fait Pachamama, désolé, ça colle pas. Et qui en plus ne se considère plus comme le vicaire du Christ. Enfin bon, c'est... Bon. Et pourquoi je dis ça? Parce que de mes Parolin, il faut savoir qu'en 2018, ce cardinal Parolin a participé à une réunion du Bilderberg. Bon. Voilà. Ça... Rien que ça, allez vous coucher, voilà. Et qu'il entretient, le document que j'avais lu, et qu'il entretenait de bonnes relations avec la franc-maçonnerie italienne. Bon, mais ça sera peut-être un autre. Et en fait, je vais vous dire, dans le système corrompu, soit ils vont nous donner un François bis, c'est-à-dire aussi vérolé, mais encore plus vérolé, pas chaque fois, on monte un cran, ça c'est Fouché, soit le balancier, ils se disent, bon, là on est allé un peu loin, il nous faut un beau papier d'emballage, il nous faut un cardinal, devenant pape conciliaire, j'entends, présentant les apparences, certaines traditions, respect de certaines valeurs, qui en impose, et donc un cardinal issu de la révolution de Vatican II, parce que jamais oublié que Vatican II, c'est 1789 dans l'Église, mais quelque chose de plus respectable, de moins vulgaire que Bergoglio. Benoît XVI avait une apparence plus classique, j'ai bien dit une apparence, parce que je rappelle toujours
tout le monde peut le vérifier en allant sur le site du Vatican, le premier message de Noël de Benoît XVI, donc Noël 2005, c'est pour dire regarde l'enfant de Bethléem, et il encourage, alors, je sais pas mot à mot ça, mais il encourage le chrétien, je cite, à s'engager dans l'édification du nouvel ordre mondial. Successeur de Saint Pierre qui dit ça, il aurait dit regarde l'enfant de Bethléem et t'appuyant sur l'homme-dieu, combattre le nouvel ordre mondial et rétablir l'autorité du Christ roi. Benoît XVI aurait dit ça, je dis alors là, là c'est la contre-révolution qui commence. Bien sûr que non, il n'a pas dit ça. Donc en fait, Benoît XVI, c'était l'homme apparemment policé, je dis bien apparemment policé parce que je rappelle pour ceux qui écouteront cette émission que Monseigneur Lefebvre, pour qui j'ai un immense respect, qui a sauvé le sacerdoce, Monseigneur Lefebvre qui avait des contacts à l'époque, il est mort en 1991, mais qui avait à l'époque des contacts avec le cardinal Ratzinger, lui donnait un surnom. Je ne sais pas si vous le connaissez, le surnom que donnait Monseigneur Lefebvre au cardinal Ratzinger, le serpent. C'est un titre, moi personnellement, j'aimerais pas l'avoir comme titre. Hein. Et voilà, donc en fait, le Benoît XVI, c'était la version, comme j'ai dit, Fouché et Talleyrand, la version Benoît XVI policée, avec des manières un peu dansant, qui on va mettre un peu de latin, voilà, des côtés un peu. Mais sur le fond, je rappelle que ça, c'est dans l'Atlas du mondialisme, les propos de Ratzinger, enfin Benoît XVI, pour dire que Vatican II, je cite son expression scandaleuse, Vatican II, scandaleuse et juste en même temps, disant que Vatican II est un contre-syllabus. Je rappelle que le syllabus est le document élaboré par Pie IX, au XIXe siècle, pour condamner en vrac, libéralisme, socialisme, maçonnerie, enfin bref, tous les errements possibles et inimaginables. Et on a un Ratzinger, donc Benoît XVI, qui porte au nu Vatican II en disant en plus que le Vatican II est un contre-syllabus. Et Vatican II, il dit à un moment donné, et là, il a raison sur ce point-là, et en même temps, il devrait le combattre, mais c'est pas le cas, où Benoît XVI dit à un moment donné que Vatican II a pour objectif de mettre l'Église en adéquation, alors c'est pas mot à mot ça, mais je trahis pas sa pensée, en adéquation avec le monde issu de 1789. C'est dans l'Atlas, hein, c'est chapitre 7, pour ceux qui voudraient vérifier. Mais non, c'est au contraire combattre le monde issu de 1789. Mais Benoît XVI présentait un peu de latin, un peu de valeur, etc. C'est plus habile. Et je crains, c'est une hypothèse, qui nous présente après la grossièreté Bergoglio, Pachamama, et qui recevait aussi des trans et qui déjeunait avec eux. Alors, aussi, ça ira dans le sens de Trump. Comment ? Ça ira dans le sens de Trump. Voilà, en fait, c'est ce que j'allais dire de Trump et de Poutine. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en fait, on assiste à une forme de noachisation de l'Église à son parachèvement, parce que le noachisme présente des valeurs ô combien respectables contre le meurtre, contre le vol, le respect de la famille traditionnelle. Donc sur le coup, on se dit, mais c'est merveilleux. Oui, mais on rajoute aussi les éléments contre la Sainte Trinité et contre la divinité du Christ, et par ricochet contre le sacerdoce, qui rappelle le prêtre, la messe, etc., sacrifice non sanglant. Et donc, ma crainte, c'est de voir, alors c'est une hypothèse, hein, quand on étudie une situation, on essaie de voir tous les cas de figure, soit il nous refile un super Bergoglio qui vraiment fera... Le seul élément positif que j'ai trouvé chez Bergoglio, contre l'avortement. Ça, il l'a dit. Il était contre l'avortement. Bon. Mais le reste, c'est une avalanche. Tout ce qu'il fallait pas faire, il l'a fait. Et je crains que l'habileté du système consiste à dire, bon, on a eu quand même notre dose de pourri, il faut du beau papier d'emballage et des valeurs classiques, apparemment classiques, et donc nous trouver un cardinal futur pape conciliaire à l'esprit noachisé, et qui fera la jonction entre Poutine et Trump.
peut-être que ça sera autre chose. Que je vous dis, ce que je dis, on est le 1er mai 2025, donc quand on écoutera mes propos, on dira, ok, il s'est planté là. Pour le moment, je ne fais que évoquer différents cas, comme il peut y avoir une bagarre entre cardinaux qui n'arrivent pas à s'entendre parce que il y a des rivalités internes, en fait des rivalités bien humaines et très loin du trône de Saint-Pierre, parce qu'on a affaire à des gens qui ont l'esprit pourri. Je vous ai cité l'exemple de Paroline, qui a participé en 2018 à la réunion de Bilderberg et qui est copain avec la franc-maçonnerie italienne. Le patron, j'ai plus le nom de patron de la maçonnerie italienne, qui portait au nu Paroline. On devait dire, bon, voilà. Donc, que ça soit lui ou un autre. Le cardinal Sarah, qui est un Guinéen et qui est comment, il est noir, il est racé. Quand on le voit, il est racé. Et il défend des valeurs tout à fait justes, classiques, mais il est issu de Vatican II. C'est-à-dire la version Vatican II à la Benoît XVI. Alors, il a été fait cardinal par Benoît XVI, je crois que c'est en 2010, à vérifier dans ces eaux-là. Et donc, je crains, sans être sûr, qu'il y ait le balancier de la grossièreté Bergoglio. Allez, il nous faut un personnage qui rassure, à l'esprit noachisé et qui soit en concordance avec Moscou, Poutine, le monde nord-américain, Trump. Et ma foi, en fait, je trouverais habile de leur part. Peut-être ça sera autre chose, complètement différent, mais je trouve que ce serait habile de faire ça. C'est une hypothèse, on va voir. Je vous rejoins sur l'analyse, en effet, ça ira à mon avis dans ce sens. Ça me semble. Je l'affirme pas, hein. Je l'affirme pas. C'est une hypothèse, mais peut-être que dans leur folie, ils vont continuer avec un type encore plus tordu. On dira, mais Bergoglio à côté, c'était un saint. Enfin, en fait, je vais vous dire une chose et après je me tape. Hein. En fait, on est dans une époque de confusion où tous les coups tordus sont possibles. C'est-à-dire que c'est une telle bouillie, un tel magma que finalement, on peut évoquer des hypothèses, il peut y avoir ça, ça, ça. De là affirmer, ça, je me garderai de le faire. Mais une chose est sûre, tant que Vatican II perdure, la vérole sera sur le trône de Saint-Pierre. Point barre. Très bien. Alors, je pense qu'on va conclure sur cela. Cher Pierre Hélard, je vous remercie infiniment d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle l'ouvrage et votre préface « Mémoire de mon temps » du Charles Prince de Escassel. Donc, l'ouvrage, le lien de l'ouvrage sera dans la description pour vous le procurer. Sur Book Edition et uniquement sur Book Edition. Donc, chers amis, mille merci d'être restés jusqu'ici pour cette émission. Comme toujours, je vous invite à aimer, à commenter, à partager, à vous abonner. Je vous dis à bientôt, haut les cœurs, et que Dieu vous garde. Merci, au revoir. Voilà, chers amis, l'entrevue est terminée. J'espère évidemment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. Et si c'est déjà fait, je vous invite à aller dans la description pour vous rendre soit sur mon espace Patreon, soit sur mon espace Rejoindre, pour avoir accès à différentes entrevues avec des écrivains, essayistes ou encore éditeurs. Alors dans ces invités, vous avez eu Pierre Hillard, L'Abbé Riou, Serge Abad Gallardo ou encore Monsieur K. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à soutenir la chaîne et mon travail. Je vous serai très reconnaissant. À très vite pour une prochaine entrevue. Et sinon, je vous dis évidemment, haut les cœurs et que Dieu vous garde.